Voici Luc et Sylvie qui viennent de donner naissance à leur premier enfant, Sarah. Au cours de la première année de sa vie, ils vont apprendre qu'elle est atteinte de la maladie de Rett, qui est une maladie génétique. La maladie de Rett touche un enfant sur 15 000. Ceci correspond à environ 35 naissances chaque année en France et 9 000 dans le monde. De plus, cette maladie représente 10% de l'ensemble des cas de déficience recensés chez les femmes en 2015. Laissez-nous vous raconter l'histoire de la famille de Sarah. Durant les premiers mois de sa vie, la petite Sarah agit et se développe au même rythme que les enfants qui ne sont pas atteints du syndrome de Rett. Les symptômes physiques et cognitifs du syndrome de Rett apparaissent habituellement entre l'âge de 6 à 18 mois. En fait, l'entourage de l'individu atteint sera en mesure d'observer les premiers symptômes, c'est-à-dire un ralentissement de la croissance de la boîte crânienne, une salivation excessive, ainsi qu'un manque de rigueur musculaire au niveau des bras et des jambes. De plus, certains enfants vivront une perte de coordination des mains. D'autres vivront des crises convulsives qui touchent 50% à 90% des cas et qui parfois peuvent même devenir de réelles crises d'épilepsie. Le syndrome de Rett est marqué par son stade de régression, soit par l'arrêt partiel ou complet de certaines capacités motrices et intellectuelles développées au cours des 6 à 18 premiers mois de la vie de l'enfant. En fait, celui-ci cessera peu à peu de prononcer les quelques mots qu'il aura appris précédemment, perdra ses capacités de marcher ou même de ramper, se retirera socialement et cessera de suivre du regard les objets et les individus qui l'entourent. Par ailleurs, les personnes atteintes du syndrome de Rett vivront certains troubles respiratoires, principalement en état d'éveil, ce qui, dans certains cas, provoque des crises respiratoires. Vers l'âge de 8 ans, les fillettes présentent généralement une scoliose lombaire importante ainsi que de multiples problèmes au niveau gastrique. Finalement, sachant que la durée de vie moyenne des individus atteints de cette maladie est d'environ 40 ans, il est important de prendre en considération les causes de ce raccourcissement de l'espérance de vie, soit les complications cardio-respiratoires telles que l'arythmie, ainsi que les troubles de la déglutition tels que l'hypoesthésie. Étant donné que les parents ont remarqué plusieurs de ces symptômes chez Sarah, ils décident d'aller consulter un médecin. Le médecin explique aux parents qu'il va prélever un échantillon du sang de Sarah. Il va ensuite effectuer un test génétique. Plus précisément, il va analyser l'échantillon sanguin qui va permettre de détecter la mutation du gène MECP2 sur le génome de l'enfant. Il va utiliser le séquençage au débit qui consiste à l'analyse de l'ADN de la personne. Comme l'analyse sanguine de Sarah est positive et que le médecin remarque les caractéristiques typiques de la maladie, il émet un diagnostic du syndrome de Rett. La mère et le père, qui ignoraient jusqu'à maintenant l'existence du syndrome de Rett, questionnent le médecin sur les raisons de l'apparition de la maladie. Tout de suite, le médecin s'est empressé de dire que le gène mutant ne vient pas des parents. En effet, la mutation se produit au moment de la fécondation de l'embryon, donc que les comportements de la mère ne sont pas responsables de la condition de Sarah. Il leur donne ensuite plus de détails sur la mutation. Il explique qu'il s'agit d'une néomutation du gène MECP2 qui est situé sur le bras long XQ28 du chromosome X. Qu'est-ce que le chromosome X? Lors de la fécondation, le père donne un chromosome X muté alors que la mère donne un chromosome X sain à l'enfant. Selon le phénotype, si les parents ont une fille, elle survivra puisqu'elle a un chromosome X intact, mais sera atteinte du syndrome de Rett puisqu'un de ses chromosomes X est atteint. Au contraire, un garçon ne pourrait être atteint dans cette situation puisque le père lui transmet un chromosome Y et non son chromosome X muté. Il est possible de prendre en considération une autre situation, soit que la mère soit porteuse d'un chromosome X muté. Ainsi, un enfant de sexe féminin aurait une chance sur 2 d'être atteint du syndrome de Rett, alors que l'enfant de sexe masculin aurait lui aussi une chance sur 2 de recevoir le chromosome X muté et donc de ne pas survivre à la naissance. Le gène MECP2 est responsable du codage de la protéine MECP2. Cette protéine agit comme chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'elle a comme rôle de réprimer certaines fonctions de gènes
qui eux ont un impact sur le développement du cerveau. Lorsque la mutation est présente, le chef d'orchestre n'arrive plus à les réprimer. Ces gènes sont donc actifs et perturbent la musique, c'est-à-dire le développement normal du cerveau. Cela est traduit par une microcéphalie et une déficience intellectuelle. Une étude chez des souris montre qu'il y a une réduction de l'excitation de la connexion synaptique qui diminue la plasticité du cerveau. Qu'est-ce que la plasticité du cerveau? La plasticité correspond à la capacité du cerveau à modifier l'organisation de ses neurones à la suite de nouveaux apprentissages. Donc Sarah, qui est atteinte de la maladie de Rett, a une diminution de l'efficacité de ses connexions synaptiques et de sa plasticité cérébrale. Il n'y a aucun traitement qui permet une guérison du syndrome de Rett jusqu'à maintenant. Cependant, des médicaments peuvent être utilisés pour réduire certains symptômes que la maladie entraîne. Par exemple, les antiépileptiques tels que le carbamazépine et le valproate traiteront les crises d'épilepsie et des médicaments luttant contre les spasmes musculaires pourront être utilisés pour traiter la rétraction musculaire. Une intervention médicale sera également primordiale pour la prise en charge des problèmes respiratoires, des troubles du sommeil et des troubles de motricité. Par ailleurs, des traitements qui pourraient agir directement sur la cause de la maladie en remplaçant le gène ou la protéine MECP2 déficient sont présentement en développement pour pouvoir éventuellement être utilisés sur l'homme. Finalement, il sera important que l'enfant soit pris en charge par plusieurs professionnels de la santé tels que des ergothérapeutes, des médecins, des physiothérapeutes, des orthophonistes et des nutritionnistes. N'existant pas de traitement curatif, cette prise en charge multidisciplinaire permettra à l'enfant de bénéficier de soins variés et adaptés à sa situation. Lors de la réalisation de notre projet, nous avons eu la chance d'entrer en contact avec Marie-Christine, qui est la mère d'une jeune fille atteinte de la maladie. Bonjour Marie-Christine, merci de nous rencontrer aujourd'hui. Donc tout d'abord, quels ont été les signes et symptômes qui vous ont amené à consulter un professionnel de la santé? Bonjour Laurence, la première fois que nous on a consulté le médecin de famille pour Jeanne, c'est parce qu'elle avait des convulsions. Ça s'est passé quand elle avait 2 semaines environ. Lorsque les épisodes de convulsions se présentaient, je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal, mais je ne pouvais pas dire vraiment ce qui se passait. Au début, les convulsions se manifestaient environ 1 à 2 fois par semaine, puis elles se déclenchaient durant les périodes de sommeil. Suite à l'annonce du diagnostic, quels ont été les changements radicaux apportés à votre mode de vie? Jeanne est née le 22 mars 2013 et nous avons reçu le diagnostic en janvier 2014. Avant de recevoir le diagnostic du syndrome de Rett atypique, nous étions déjà suivis par un neurologue au CHUL, le Dr Michel Sylvain. Nous avions des suivis pour Jeanne aux 3 mois, dans le but de faire un électroencéphalogramme pour bien reconnaître le type de crise d'épilepsie, dans le but de donner la bonne médication. Suite à l'annonce, nos suivis en neurologie sont restés sensiblement les mêmes. Nous avons fait une demande auprès du CRDI-TED de notre région pour pouvoir avoir accès à une équipe de professionnels pour nous aider à améliorer la qualité de vie de Jeanne. Elle est maintenant suivie depuis approximativement le mois de septembre de l'année 2014. Elle est évaluée tous les 3 mois par les professionnels dans le but de faire un nouveau plan d'intervention qui convient à son développement et à sa capacité du moment. En tout et partout, en incluant les rencontres de l'éducatrice spécialisée à la maison, nous avons un minimum de 2 rendez-vous par semaine et ce, à toutes les semaines. L'ergothérapeute qu'ils ont rencontré travaille conjointement à d'autres professionnels et a aidé la jeune fille en augmentant sa motricité manuelle à l'aide de jouets qu'elle pouvait activer et en installant différents appareils tels que la chaise adaptée qui facilite la prise du bain, un lève-personne sur roue et une chaise tube-trap qui facilite le déplacement. De plus, l'ergothérapeute a contribué à l'amélioration de la situation de Jeanne en adaptant la salle de bain et sa chambre, en lui obtenant un lit adapté à sa condition et en installant un système de rail avec moteur amovible. Finalement, l'ergothérapeute a permis à Jeanne de soulager son besoin de mordiller des objets en lui proposant différents produits spécialisés de stimulation buccale. Voilà, nous espérons que l'histoire de Sarah vous a permis d'en apprendre davantage sur le syndrome de Rett.